Dans un précédent numéro du Dessous des cartes, je vous ai raconté le processus historique qui a conduit à la formation du Soudan du Sud. Eh bien, plusieurs grandes questions se posent déjà pour ce nouvel État. D'abord, la stabilité interne et la viabilité économique. Ensuite, les relations avec le Soudan du Nord qui se dégradent facilement. Et puis, le précédent que cela crée en termes d'avenir des frontières sur le continent africain. Eh bien, je vous propose d'aller voir quelques cartes. La superficie du Soudan du Sud est de 620 000 km², la population est estimée à un peu plus de 8 millions d'habitants, il n'existe pas de recensement précis, le nouvel État est doté d'un régime fédéral et la capitale est Juba. Alors cette indépendance est liée à plusieurs facteurs. De très fortes inégalités sociales et politiques au nord comme au sud du Soudan, la domination exercée par les populations du Nord, arabo-musulmanes, sur les populations du Sud, animistes et chrétiennes, c'est-à-dire les peuples nilo-sahariens, Nuer, Dinka, Chiluk, et puis les contentieux qui sont apparus sur le partage des ressources pétrolières découvertes dans les années 1980. En juillet 2011 naît donc sur le continent africain un 54e État, et cet État a au moins deux atouts majeurs. D'abord, les ressources en eau. Le Soudan du Sud est traversé par l'un des affluents du Nil, le Nil blanc. Donc, placé en amont, le pays peut jouer sur le débit d'eau reçu dans les territoires au nord qui sont en aval. D'ailleurs, cette question du partage de l'eau a été centrale lors des négociations préparatoires à la partition du Soudan, Khartoum craignant de perdre le contrôle du débit de l'eau en cas de construction de barrages vers l'amont. Le canal de Jonglei que vous voyez ici, allant de Malakal à bord, est depuis longtemps à l'état de projet, permettant de canaliser le cours du Nil blanc. Il a été envisagé d'abord par les Égyptiens et les Britanniques au milieu du XXe siècle. Il a été très contesté et attaqué par les mouvements sudistes qui le voyaient comme une autre forme de domination du Nord sur le Sud. En 1984, une série d'attentats menés par l'Armée populaire de libération du Soudan, la SPLA, a conduit à l'arrêt des travaux du chantier, qui était pourtant presque achevé, sauf qu'aujourd'hui, le canal se retrouve sur le territoire du Soudan du Sud, ce qui devient alors un avantage. Le deuxième atout, c'est le pétrole, car la plupart des gisements découverts se retrouvent sur le territoire du Soudan du Sud. La production est d'environ 350 000 barils par jour, soit à peu près un quart de la production du Qatar, et cela forme 90% du PIB du nouvel État. Le Soudan du Sud est donc riche, mais il est doublement dépendant. On le comprend, son économie n'est pas diversifiée, et les raffineries et oléoducs permettant d'accéder aux routes d'exportation par la mer Rouge se trouvent au nord. Cela dit, la dépendance est à double sens, puisque le Nord a besoin des royalties versées par le Sud pour le transfert du pétrole. Cela devrait inciter les deux États à coopérer, sauf que pour le moment, le litige porte sur le montant des indemnités que le gouvernement de Juba devrait verser à Khartoum pour l'utilisation des oléoducs. Pour Juba, ce devrait être 0,7 $ par baril, mais pour Khartoum, cela devrait être 36 $ par baril. Donc chaque État fait pression sur le voisin, suspension des exportations par Juba, contre captation du pétrole sud-soudanais par Khartoum. Des négociations sont en cours sous l'égide de l'Union africaine. Et puis il existe aussi des projets d'oléoducs de contournement qui pourraient relier le Soudan du Sud à Djibouti en passant par l'Éthiopie, ou encore en passant vers le Kenya jusqu'au port de Lamu. Un accord a d'ailleurs été conclu entre ces deux pays en janvier 2012. Donc ces ressources majeures que sont l'eau et le pétrole vont rester longtemps des facteurs de tension entre les deux Soudans, et ce n'est pas très difficile à anticiper. Et puis, il y a la situation interne du Soudan du Sud, économique, sociale, qui oblige à s'interroger sur la viabilité même du nouvel État. Alors voyons de plus près. Le Soudan du Sud est un pays jeune, 72% de la population a moins de 30 ans, et c'est aussi un pays pauvre. En moyenne, dans le pays, 51% de ses habitants vivent avec environ 50 centimes d'euros par jour. Mais il y a des variations considérables entre les différents États fédérés. On est à 26% dans le Haut-Nil, mais on passe à 76% dans l'État du Bahr el-Ghazal du Nord. Ensuite, l'économie du pays demeure profondément agricole. 83% de la population vit en milieu rural,
et de ce fait, le Nil blanc est un atout central pour l'irrigation. Et pourtant, pour la FAO, seulement 4,5% des terres disponibles sont actuellement sous culture. Ce qui indique deux choses. Le Soudan du Sud dispose d'une disponibilité en terres arables, donc un potentiel de croissance important en agriculture, et en même temps, cela soulève la question de la vente ou de la location de ces terres arables. Les données sont difficiles à vérifier, mais selon une ONG norvégienne, près de 4,5% de la superficie du pays, soit l'équivalent de la superficie du Rwanda, aurait été attribué entre 2007 et 2010 à des firmes étrangères, notamment américaines, saoudiennes et coréennes. Et cette question est d'autant plus aiguë que l'insécurité alimentaire dans le pays est élevée. Vous voyez ici dans chaque État le pourcentage de foyers où l'accès aux denrées alimentaires est limité. Cet accès est limité pour plus de 40% des foyers dans le Warab, le Bahr el Ghazal du Nord et le Jonglei. De plus, malgré les ressources hydriques dont dispose le Soudan du Sud, tout le monde n'a pas accès à l'eau, salubre ou non. Dans tous les États, à l'exception de l'Équatoria central, où se situent les capitales, l'accès à l'eau et à des installations sanitaires améliorées concerne moins de 5% de la population. Cela s'explique par le manque d'infrastructures, notamment en raison des violences et du manque d'investissement. Ce manque d'infrastructures affecte aussi l'éducation. 73% de la population sud-soudanaise est illettrée. Regardez cette carte. Elle montre le pourcentage d'enfants achevant le cycle de l'école primaire, soit celui de l'apprentissage, de la lecture et de l'écriture. Dans 9 des 10 États, ils sont moins de 5%. La situation du Soudan du Sud est donc pire que celle du Malawi et de la Mauritanie. Bien, nous avons donc vu les tensions sur le pétrole, sur l'eau, les tensions internes aussi. Voyons maintenant le voisinage politique, à la fois proche et lointain. D'abord les tensions avec le Nord-Soudan. Sur la carte, on peut voir que certaines zones de la frontière sont contestées. La région du Kafia-Kingi à l'ouest est riche en cuivre, celle de Renk à l'est est dotée de réserves de pétrole et de terres arables, ou encore la région d'Abyei où on exploite le pétrole. Dans l'accord global de paix de 2005, il était prévu que ces résidents soient à la fois citoyens du Nord et du Sud, puis qu'un référendum décide ensuite du rattachement du territoire à l'une des deux entités. Mais Khartoum conteste les limites même de cette région. En 2009, le dossier est saisi par les Nations Unies. La Cour d'arbitrage de La Haye propose une nouvelle limite, que vous voyez ici, et la plupart des gisements se trouvent alors attribués à Khartoum. Le référendum est reporté sine die, et juste avant l'indépendance, en mai 2011, Khartoum prend le contrôle militaire de la région. En juin, les deux parties parviennent à un accord de démilitarisation, et l'ONU vient déployer la force intérimaire de sécurité des Nations Unies pour Abyei, la FISNUA. Une autre zone frontalière contestée est celle du Kordofan du Sud, dans le Soudan du Nord. Elle est composée de populations favorables à Juba, ainsi que de groupes armés ayant combattu dans les rangs de la SPLA. En juin 2011, le régime de Khartoum y amorce une intense activité militaire à l'origine d'un afflux de réfugiés vers le Soudan du Sud, créant ainsi de nouveaux facteurs de tension à l'intérieur du pays. Et puis il y a toujours cette question des réfugiés qui avaient fui la guerre civile. Vous voyez ici leur localisation, et on voit que de nombreux réfugiés sont toujours au nord. Entre 1,5 million et 2 millions, selon le HCR. La question de leur nationalité reste en suspens, tout comme celle des Soudanais du Nord vivant au Sud. Alors le nouvel État a pu compter sur un certain nombre d'appuis extérieurs. Des États directement voisins, comme l'Éthiopie ou le Kenya, les États-Unis, qui depuis les années 2000 soutiennent le Sud-Soudan, chrétien, animiste. La Chine a toujours été historiquement l'allié de Khartoum, mais elle suit de près les évolutions du Soudan du Sud en raison de ses investissements dans le pétrole. La Chine contrôlait près de 50% de l'extraction du pétrole soudanais avant la partition, tout en étant le principal fournisseur d'armes au gouvernement de Khartoum. Et enfin Israël, qui est le dernier allié en date du Soudan du Sud, ce qu'a confirmé la visite du président sud-soudanais, Salva Kiir, qui est venu en Israël en décembre 2011, car Israël voit dans le nouvel État un futur appui contre le Soudan du Nord. Alors que penser de ces soutiens à la création d'un 54e État africain?
Je vous rappelle qu'aucun État n'avait vu le jour sur le continent africain depuis la partition entre l'Érythrée et l'Éthiopie en 1993. Donc la création du Soudan du Sud remet en cause le principe d'intangibilité des frontières hérité de la colonisation établie par l'Union africaine. Et un tel précédent pourrait ouvrir la voie à d'autres partitions, comme au Nigeria, en Somalie, où les mêmes types de clivages sociaux, politiques, ethno-linguistiques, religieux, ainsi que des conflits autour des partages des ressources, pourraient entraîner, à terme, des conséquences identiques. Voilà donc un bref portrait de ce nouvel État africain. Alors, est-ce que le Soudan du Sud est assuré de sa stabilité? En tout cas, les rivalités internes fragilisent le pays. Les relations avec le Soudan du Nord ne sont pas bonnes. Elles peuvent dégénérer en conflits armés. Et puis, est-ce que la formation d'un 54e État sur le continent africain, est-ce que cela annonce une prolifération étatique à l'avenir? En tout cas, cela a créé un précédent. Et on voit bien que dans certains États, par exemple le Nigeria, la Somalie ou même la Libye, certains États s'inquiètent de scissions territoriales qui pourraient de fait à l'avenir ouvrir sur des modifications de frontières. Sur cette question, vous pouvez lire le livre de David Ambrosetti, Sud-Soudan, conquérir l'indépendance, négocier l'État, édité chez Cartala en 2011. Et puis, vous pouvez retrouver sur le site du Dessous des cartes, arte.tv, toutes ces références en langue française et en langue allemande.